Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes dans l'émission Écoutez pour comprendre sur Zouk TV. Et ne changez surtout pas de chaîne. Nous continuons à vous informer concernant la question du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Louis Paul-Louis Bourreau, qui va mieux dire le nom que moi. Bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Oui, alors effectivement, Paul-Louis Brouillou, enfin, tout le monde me connaît plus sous Paul-Louis, puisque Brouillou, c'est un peu dur. Ça fait quand même plusieurs décades qu'on se connaît, tous les deux. Donc je suis essentiellement repéré actuellement comme géologue d'origine, et expert, après avoir été dans différentes structures, aménageur, patron d'entreprise, dans la construction, et avoir commencé ici comme directeur de Bachy il y a fort longtemps en fondation spéciale. Voilà. Aujourd'hui, on y est. On y est, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait des années. Les conséquences du réchauffement climatique, et on le voit, l'élévation du niveau de la mer. Qu'en pensez-vous? Eh bien, on commence enfin à pointer réellement les choses correctement, parce que on a fait récemment plusieurs conférences, plusieurs réunions de travail sur le sujet. Et alors, la montée des eaux, ce qu'il faut en dire, c'est que, de toute façon, elle est inéluctable. Elle a commencé il y a un certain temps, et elle est alimentée par un certain nombre de phénomènes qui sont, si on les pointait tous, y compris les très très mineurs, il y en a au moins une cinquantaine. Simplement, le majeur, c'est que la température ayant augmenté, l'eau de la mer a monté en température. Quand l'eau monte en température, elle se dilate, elle prend plus de place. Donc, ça fait forcément monter l'eau. Ça, c'est, pour l'instant, c'est le phénomène majeur qu'on constate. À côté de ça, il y a d'autres phénomènes, parce que chaque territoire a son mouvement propre à lui de montée ou descente en altitude de son territoire. C'est-à-dire tous les grands continents, les petites îles, sont sur des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Quand elles bougent, forcément, elles se déplacent un peu verticalement. Et forcément, ce mouvement-là, il faut le connaître pour savoir s'il s'additionne ou si par chance, il se soustrairait à la dilatation. Après ça, il y a aussi évidemment le pôle Nord et le pôle Sud. Et le pôle Sud est un facteur énorme qui, pour l'instant, a à peine commencé à apporter sa contribution néfaste, disons, à la montée des eaux, mais qui a un potentiel de montée des eaux de 60 à 80 mètres selon les cas, puisqu'il y a 1600 mètres d'épaisseur de glace sur 8 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire c'est un territoire immense. Alors ça commence à prendre tout doucement, mais ça va prendre de l'ampleur avec le temps. Tout ceci pour dire que pour l'instant, on constate que ça monte en moyenne d'un demi-centimètre par an sur la Terre, ce qui est déjà pas mal. Mais tous les facteurs qui concourent permettent de penser que ça va forcément augmenter régulièrement et il faut se préparer très vite. Alors, le téléspectateur qui veut s'informer sur ce sujet, il existe un livre qui s'appelle Atlas historique de la Terre. Il peut facilement se le procurer. Dedans, alors, oui. Ce livre-là, c'est le Grattalou. Tout le monde l'appelle le Grattalou. Il est sorti il y a 2-3 ans, ou peut-être 4 ans maintenant. On le trouve partout, il y a Cultura, partout. C'est un petit livre épais vert, tout vert. Et ça fourmille de graphiques. Qui ne coûte que 29,90 €. Oui, il est très accessible. Il fourmille de graphiques, de schémas, d'indications, à travers la volonté de produire l'historique de la Terre. Donc, à travers l'histoire, en fait, il retrace tous les mécanismes qui concernent la Terre, donc la nature. Et notamment, il y a des cartes de courants marins, il y a des cartes sur l'évolution des quantités d'eau. Il est très intéressant. Parce qu'effectivement, tous ces sujets-là, il faudrait que les gens aient un minimum de culture scientifique, disons, pour ne pas se sentir perdus et se faire leur propre jugement et comprendre que c'est vrai, que c'est pas
des wokismes ou je ne sais quoi. Il y a réellement une évolution qui est engendrée essentiellement par les résultats de l'activité humaine. C'est vrai, parce que à force d'avoir pris tous les matériaux fossiles et d'avoir consommé leur énergie, on a déplacé l'énergie de l'intérieur de la boule terrestre, où ils étaient stockés, à l'extérieur. Donc l'enthalpie, ça c'est un terme technique, n'a pas trop changé, mais l'énergie n'a plus la même forme qu'avant. Et donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se déplace partout, dans l'atmosphère notamment et dans la mer, qu'on vit tous ces changements. Alors une chose à propos de mer, parce que qui dit mer dit sel, Oui. on a un gros problème, un très gros problème, tant au niveau du bâti qu'au niveau de l'agriculture, dans les terrains tout près des côtes. D'accord. J'y viens, mais je voudrais rester juste une seconde sur l'aspect plaque, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi il faut que chacun se préoccupe à sa porte de ça. Parce que nous, on est sur une plaque qui se déplace de 2 cm en moyenne vers l'Amérique centrale. Quand elle se déplace pas horizontalement, mais elle est inclinée. Donc, logiquement, mais on ne l'a pas encore calculé parce que on s'en est pas soucié d'une part au départ, on l'a même nié un peu, et on n'a pas d'instrument très pointu pour ça. On en parlera peut-être plus tard avec le NGM et autres. Mais donc, il faut rajouter la descente de l'île Martinique, qui n'est qu'une pointe sur sa plaque, parce que les îles, en fait, cette plaque Caraïbe, c'est un continent, mais il est sous l'eau. Et nous, visuellement, on est très marqué dans la vie humaine par le fait d'être au-dessus ou en dessous de l'eau, évidemment. Mais pour la plaque elle-même, ça n'a aucune importance qu'elle soit au-dessus ou en dessous. Donc j'insiste parce que je peux prendre un exemple pour que les gens comprennent. Il y a 200 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient collées, oui. Les deux. Elles se sont séparées avec la ride médio-atlantique. Il y a maintenant 200 mètres de dénivelé entre les couches côté Brésil et côté Afrique. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas déplacée horizontalement. Il y a eu un mouvement vertical. En Nouvelle-Zélande, il y a ce mouvement vertical qui a été noté. À Mayotte, le Fani Mawe, qui est le volcan, qui agit actuellement. D'un seul coup, en 3 ans, il a fait descendre de 14 cm Mayotte quand il l'a déplacé de 25 cm vers l'est. Donc tout ça bouge. Et la mer, elle prend de plus en plus de place. Elle s'en fiche de savoir si le territoire monte ou descend. Elle a son propre rythme. Il faut ajouter donc tous ces composantes. Alors je reviens sur le sel. Effectivement, quand l'eau avance, c'est le niveau de la mer qui passe dans les sols qui sont, même s'ils sont classés imperméables, il y a une perméabilité suffisante, c'est-à-dire une capacité à faire transiter l'eau entre les grains du sol ou dans les fissures des roches. Et donc, le sel qu'il y a dans la mer pénètre. Et il y a un phénomène qu'il faut bien comprendre et accepter, c'est pour ça qu'on appelle ça le biseau salé, c'est que quand de l'eau salée a avancé quelque part, elle ne se retire jamais pour la fraction saline. L'Allemagne du Nord, j'avais fait un stage il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans, sur ce problème-là, a perdu beaucoup de puits d'alimentation en eau avec le biseau salé, et ça, c'était déjà il y a 40 ans. Alors imaginez maintenant, ça veut dire qu'en ce moment, sans qu'on en prenne bien conscience, le centre-ville de Fort-de-France, et pour ce qui concerne tout ce qui est sous la voirie, qu'on ne voit pas, il y a de l'eau partout. Et cette eau, elle n'est plus limpide et comme avant, elle est salée, de plus en plus. Et ça attaque. Alors, donc, il y a plusieurs effets. C'est que tout ce qui est fondation, tout ce qui est infrastructure qui peut être corrodé par le sel, va l'être. Les réseaux qui sont en dessous vont être corrodés. Mais en plus, ces réseaux, ils sont déjà pleins. Donc, ils n'évacuent plus, puisqu'ils sont pleins d'eau. Donc, il y a ce problème-là. Et troisième phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand un sol est dans l'eau, il est immergé, il pèse moins lourd,
puisqu'il y a la poussée d'Archimède. S'il pèse moins lourd, il a tendance à se regonfler, parce qu'on a tassé les sols et on a mis du goudron ou du béton pour faire des routes, mais le sol qui est en dessous, il a une poussée des eaux qui fait qu'il va... Ce qu'on appelle l'argile gonflante. Non, c'est même tout court. Si, il y a de l'argile gonflante, forcément, mais ça n'a pas besoin. C'est le phénomène d'Archimède, là, tout simplement. Il y a un sol qui a été compacté, et l'eau vient, et elle vient dedans. Donc, il pèse moins lourd, donc il est soulevé. D'abord, il y a des effets de volume, mais il y a aussi des effets de pression, puisque l'eau a une pression hydrostatique. Elle n'a pas la même pression qu'un objet, qu'un mécanique ou quoi, qui agit par son poids ou par sa poussée. L'eau, elle a une pression hydrostatique, c'est-à-dire qu'elle pousse dans tous les sens. Vers le haut, vers le bas, partout. Donc elle va soulever les voiries. Et ça, c'est quelque chose, je le crois, même nous, les praticiens, on ne faisait pas attention pour l'instant suffisamment à ça. Mais comme l'eau arrive au niveau justement des sous-couches de voirie, ça va être difficile de conserver une qualité de circulation dans Fort-de-France. En plus, alors je répète, des fondations d'immeubles qui vont être extrêmement dégradées et de manière pernicieuse, parce qu'on ne peut pas y accéder, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le mesurer, mais c'est inéluctable. On a fait des essais, on en parlera peut-être plus tard, pour les sargasses, c'est pareil, hein, le biseau salé, il y a des effets semblables. Et donc, il y a ces problèmes de fondation, et les réseaux. Et les réseaux, il faut tout refaire, et ça, c'est une affaire, on mélange le privé, tout ce qui est réseau privé, public, individuel, collectif. Enfin, c'est un amalgame extrêmement complexe, et il faut tout refaire si la mer monte. Mais il n'y a pas que Fort-de-France, il y a que toute la périphérie de Martinique qui est concernée par l'affaire. Bien sûr, non, je me suis intéressé sur Fort-de-France parce que là, c'est très stigmatique. On retrouve les trois phénomènes très facilement et ça a une ampleur incroyable. Et en plus, il y a des bâtiments extrêmement audacieux, lourds. Je rappelle que, heureusement, la cathédrale est fondée sur pieux. C'est des pieux de 40 mètres, je crois, que j'avais fait. La mairie de Fort-de-France est fondée sur des barrettes. J'avais fait des barrettes de 60 mètres à l'époque. Pour la porter. Donc les grands bâtiments, ça va. Mais les autres. Et puis il y a quelques ouvrages qui sont, par exemple, sous le tribunal. On a fait ce qu'on appelait une paroi moulée à l'époque, c'est-à-dire un vide. Il y a des garages souterrains. Et tout ça. Et si l'eau monte, la pression monte. Donc l'équilibre n'est plus le même. Il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas des poussées de fissuration dans les radiers, qu'il n'y ait pas des tirants qui se trouvent abîmés, parce que les tirants en Martinique, je profite de l'occasion pour le dire, on l'a 50 fois dit tous les deux. C'est pas un souci premier. On n'entretient pas les tirants, mais un tirant, c'est un ouvrage qui vieillit, qui s'abîme, et qu'il faut vérifier. Et si un tirant, dans une série de 10 ou 20 tirants qui retient un mur, lâche, les autres, qui ne sont pas en meilleur état, reçoivent plus de charges à supporter. Forcément, ils sont incités aussi à tous tomber. Et il y a une ruine de l'ouvrage qui est catastrophique et rapide. Et ça, on n'arrête pas de le dire. Il faut entretenir la rocade, le truc. Les premiers tirants, moi, je les ai faits à Sainte-Marie, le mur bleu. J'ai jamais vu qu'on fasse un entretien. Je me suis renseigné. Et apparemment, non, les appels d'offres sont infructueux. On ne fait pas de campagne. Voilà. Alors, donc, concernant la baie de Fort-de-France. Quand nous parlons de baie de Fort-de-France, nous partons des Anses d'Arlay jusqu'à Cassilotte. Tout le bassin versant, c'est là où le point stratégique de la Martinique se trouve. Zone industrielle, aéroport, hôtellerie, habitat, port, électricité et autres. Et toute cette partie, qu'on le veuille ou non, sera sous l'eau si on ne la protège pas, cette baie. Évidemment. Alors, le problème, si on protège la baie, il faudra par contre pomper toutes ces arrivées d'eau pour les renvoyer dans la mer, qui continuera à monter forcément, marginalement, comme ça. Mais il ne faut pas non plus qu'on reçoive toute cette eau. Parce qu'il y a un autre effet que je peux citer, pernicieux, que personne ne prend en compte pour la montée des eaux dans la mer, c'est que plus on urbanise tous nos territoires, plus on canalise
Oui. Plus on canalise l'eau, c'est-à-dire plus on la récupère à 100%, elle ne s'infiltre plus, elle ne met plus du temps à circuler, puisque c'est instantané dans le temps de concentration dans les réseaux, c'est énorme. En 1 minute, on peut récupérer 200 mètres, un terrain de 200 mètres par 200 mètres, ramène toute l'eau en un point en 1 minute. Alors ça, c'est quand même effrayant. Donc toute cette eau canalisée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est renvoyée directement vers où? Vers la mer. Donc on accélère la réalimentation de la mer qui est plus chaude, qui s'évapore, qui émet plus d'eau. On amplifie avec tous nos phénomènes sans s'en rendre compte, enfin sans en prendre bien conscience. On amplifie la rapidité du phénomène tous les jours, marginalement peut-être, mais tous les jours un petit peu, et tout le monde. Donc oui, il va falloir que pour la baie de Fort-de-France, on la ferme. Ça paraît choquant. Ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'on le dit. Parle. Au début, ça paraît aberrant, ubuesque, etc. C'était une montagne. Mais il n'y a pas tellement d'autres solutions. Toute proportion gardée, qu'est-ce qu'on ferait en fermant la baie de Fort-de-France? On ferait ce que les Pays-Bas, enfin à l'époque ça s'appelait la Hollande encore, ont fait au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a 300 ans. Ils ont commencé comme ça. Et eux, pour évacuer l'eau et la renvoyer vers la mer, ils ont créé tous ces systèmes de canaux qu'on voit avec les moulins avant, parce qu'ils utilisaient le vent pour faire actionner les pompes pour renvoyer l'eau dans la mer. Ça fait des centaines d'années qu'ils ont fait ça et qu'ils fonctionnent comme ça. Et quand on a fermé ce qu'on appelle l'Isle Dam, c'est-à-dire on voit sur les cartes, il y a un énorme lac, disons, et il y a une baie, une digue qui a été faite en 1935, je crois, qui a été inaugurée à peu près vers 1935, qui fait 20 km de long. Et cette Isle Dam, c'est ce qui permet aux Pays-Bas actuels de fonctionner comme ils fonctionnent. Donc on choque, c'est vrai, ça a l'air énorme. Ça a l'air titanesque, mais c'est une réalité. Alors, citons pour référence, ça vaut ce que ça vaut, mais la route du littoral de la Réunion... Oui, par exemple. Hein, ils ont bien fait sur plus de 20 km. Oui, la route d'Amarin. L'équivalent d'une digue en enrochement le long de la falaise en bord de littoral. Donc, toute proportion gardée, ne soyons pas choqués, analysons rapidement, sans a priori si c'est la bonne ou mauvaise solution, mais préparons. Et des matériaux, quand même, faut pas se fatiguer, on en trouvera. Je rappelle aussi une chose, excuse-moi, je rappelle une chose quand même, c'est que géologiquement, la baie de Fort-de-France n'a pas la profondeur des fonds qui entourent la Martinique. Non. C'est simplement un compartiment suite à l'évolution volcanique de la Martinique. Il y a eu un partiel effondrement. Surtout, il n'y a pas eu de point chaud, c'est-à-dire de cheminée qui se soit constitué à cette époque-là. C'est un trou, entre guillemets. Quand Denis Wesserkamp présentait la carte géologique en 1988, il avait expliqué ça en mairie. Et je me souviens que j'étais tout près de M. Césaire, Aimé Césaire, qui s'était inquiété, qui avait dit « Mais alors peut-être que demain, je vais me réveiller et il y aura un volcan. » Non, c'est pas demain, c'est des centaines de milliers et des millions d'années. Mais ça, c'est pas très profond. Mettons 20, 30, 50 mètres. Ça n'a rien à voir avec les 1000 mètres qu'on trouve au large de la côte Caraïbe à 3 km du bord. Hein. Alors, question matériaux. Avec toutes les lois qui existent, ce sera difficile d'aller créer des carrières, dynamiter, tout ça. D'où l'idée de faire un tunnel. Profitez-en d'une pierre du coup. Il n'y a pas de problème de foncier. Voilà, oui. Le tunnel, aujourd'hui, j'ai visité un tunnelier en Allemagne. Les appareils sont là, simplement il faut un marché pour lancer l'opération. Mais il faut faire ça régulièrement, il faut créer une équipe avec un matériel qui a un marché à bande commande, qui renouvelle, et qui fait des tronçons, puisque en fait en Martinique, si on veut faire un axe de communication correct, supplémentaire, décalé par rapport à tout ce qui est saturé pour l'instant, et c'est ça le grand intérêt, c'est de se décaler pour ne pas vivre la saturation, évidemment. C'est assez faisable avec le relief parce qu'on n'a pas 20 km d'un seul coup à faire. Non. Alors je signale pour la petite histoire que les îles Féroé et les îles Shetland, mais surtout les îles Féroé,
se relient entre elles par des tunnels sous-marins Oui. de 10 à 20 kilomètres. Il y a 100 000 habitants dans tout. Donc, bon. On prend l'exemple. Carbet-Saint-Pierre. D'ici quelques années, ce sera plus possible. Et ça fait des années qu'on parle de la rocade de Saint-Pierre, d'où l'intérêt de faire cette rocade par tunnel Oui, bien sûr. pour sortir à 15 pilotes et récupérer les matériaux. Pareil pour la traversée de la ville de Cherchère, Fond-Laillé et autres, qui sera sous l'eau. Il y a intérêt à faire un tunnel pour récupérer ces matériaux. Mais Il y a 12, où les années passent, il y a bien 10 à 12 ans, on avait fait, avec la FEMEC surtout, Fédération des métiers de la construction, dans laquelle il y avait donc forcément toutes les structures du BTP, toutes les organisations professionnelles. On avait fait un projet qui avait été montré d'axe central. On appelait la route vertébrale. une dorsale. Une dorsale, on l'avait appelée vertébrale. Colonne vertébrale. En référence à Aimé Césaire, évidemment. Et qui passait donc à l'écart du reste et qui était tout en tunnel. Et alors, tous les 3 kilomètres en moyenne, il y avait une vallée. Donc, dans cette vallée, on fait un échangeur, on sort de souterrain, on fait un petit échangeur avec le réseau existant terrestre, on repart sous le versant suivant, enfin sous la coulée suivante, on se retrouve dans une vallée, etc. C'est un pointillé, en fait, le tunnel à faire. Oui, c'est pas un seul grand tube. Non, non, c'est pas un seul grand tube. Oui, alors, concernant justement toutes ces évolutions, nous constatons une chose, c'est qu'on a beaucoup de maisons à démolir, à écarter les propriétaires. Et ça, aujourd'hui, dans le cadre de la loi Barnier, jusqu'à maintenant, on est toujours dans le problème d'indemnisation. Parce que ce n'est pas un risque. Non, alors ça, c'est un autre aspect, c'est plus juridique, administratif, mais c'est un aspect de ce que le travail qu'on développe en ce moment a permis de bien mettre en évidence, c'est qu'il y a deux phénomènes que nous, citoyens, on ressent comme des risques, mais qui n'en sont pas au sens juridique du terme. Ces deux phénomènes, c'est la montée des eaux et c'est les sargasses. Pourquoi ? Parce qu'un risque, il faut se rappeler ce que c'est au départ, c'est un aléa, c'est-à-dire un phénomène naturel incompressible, inconnu, qui nous domine et qu'on doit subir. Ça, c'est ce qu'on appelle un aléa. C'est ce phénomène naturel sur lequel on n'a aucune prise. Et en face de ça, il y a la notion de vulnérabilité. En jeu, si on tient vraiment à mettre en valeur l'endroit où on est, ou vulnérabilité, si sa mise en valeur peut être démolie ou dégradée par l'aléa. Donc le risque, c'est la conjonction de l'aléa et de la vulnérabilité. Si on est en plein désert et qu'il y a un très fort aléa, la vulnérabilité ou l'enjeu dans le désert, c'est nul, donc on n'aura pas de risque. Si on est dans une zone très dense de la Martinique, très urbanisée, où il y a un aléa moyen, comme la vulnérabilité sera grande, l'enjeu sera grand, on aura un risque fort. C'est pour ça que dans les PPR de Martinique... Plan de prévention risque. Plan de prévention des risques naturels, oui, PPRN, on doit même dire, chacune des 34 communes, il y a 3 cartes. Il y a une carte des aléas, alors ça c'est une analyse scientifique, on dit là il y a des risques de glissement de terrain, sismique, volcanique, non la montée des eaux c'en est pas un, justement. Donc on cite il y a les inondations aussi, voilà, je cherchais inondations, ça c'est des aléas pour lesquels qu'on cartographie chacun. Et on fait une carte de synthèse donc, de ces aléas. On fait une carte de synthèse de l'urbanisme de la commune. C'est-à-dire là, il y a plus d'enjeux, là, il y a moins d'enjeux, là, il y a des constructions, là c'est un centre à protéger, etc. On marie les deux cartes, on fait la synthèse, et on arrive à la cartographie du risque, proprement dit, parce que si on est dans une zone construite et qu'il y a un aléa fort, on la met en orange. Si on est dans une zone pas construite, mais qu'il y a ce même aléa fort, on sera en rouge. Et si l'aléa n'est que moyen, on sera en jaune. Voilà, on vient de changer les couleurs. Enfin, non, dans le PPR actuel encore, on a ces couleurs-là, pardon. C'est dans la prochaine version qui doit sortir dans 4 ans qu'on va venir aux couleurs nationales et abandonner nos
propre couleur, puisque nous avions eu le privilège en Martinique d'être les premiers à faire tout un territoire en multirisque, et on s'était permis l'originalité d'avoir nos couleurs jaune, rouge, jaune, orange, rouge, violette. Il faudra introduire l'élévation au niveau de la mer dans ce risque. Alors, on ne peut pas l'introduire pour l'instant, parce que c'est un phénomène prévisible, comme les sargasses. Ça n'est pas c'est un phénomène naturel, prévisible, permanent. Et la montée des eaux, c'est tout le temps, et c'est régulier. Et donc, il faut s'adapter, avoir une résilience adaptative à ça. Par contre, pour les sargasses, c'est pareil, c'est récent, mais il faut faire comme ça. Et donc, à ce niveau-là, on est tenu de se battre pour essayer de faire admettre que les dispositions à prendre, même si on ne crée pas la notion de risque, qu'elle s'assimile à ce qu'on prend comme notion, comme le fonds Barnier sert pour les PPR, enfin les risques des PPR. Et ce fonds Barnier, il sert à quoi ? Eh bien, il sert à indemniser les dégâts, oui. les désordres, d'une part, c'est les catastrophes naturelles. Et il sert à tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à la gestion des risques. Il y a aussi, c'est pas simplement des remboursements, il y a aussi des actions. Il y a, par exemple, un truc tout bête, on n'a toujours pas traité les catastrophes naturelles de novembre 2020 de Sainte-Marie. Oui. Il y a encore une quarantaine ou une cinquantaine de personnes, si je ne me trompe, qui sont en attente. Enfin, ça doit démarrer sous peu, bientôt, dit-on. Les maisons qui ne seront pas rachetées par le biais de ce fonds seront réparées. Et les gens qui sont relogés ailleurs en ce moment ont leur loyer financé en grande partie sur les fonds Barnier. Oui. Alors, en termes de circulation, c'est sûr, on a des réseaux routiers qui vont disparaître sous l'eau. Et le piéton, lui, il faudra qu'il circule, il faudra qu'il soit transporté d'une manière ou d'une autre. Le téléphérique, par exemple, pourquoi ne pas l'implanter ? Alors là c'est une autre casquette. On était hier encore avec des gens, des spécialistes de télécabine. Le Cobati, dont j'étais en temps longtemps un fondateur et président, puis après j'ai fait président de district et administrateur international, jusqu'au congrès international qu'on a obtenu de haute lutte ici en Martinique en 2014. Donc ce Cobati, qui est une association de professionnels, mais individuels, qui s'engagent en force de proposition, est en train de préparer une conférence pour le 7 et 8 novembre sur l'intérêt des télécabines, comment réfléchir télécabines, quand on voit que partout autour de nous, les gens ont fini par s'y mettre, que la Réunion est en train de faire la 2e ligne de télécabine, que Saint-Domingue a 2 lignes de télécabine, que Medellín, la grande ville de Colombie, en a 12 maintenant, que même la Dominique, juste à côté de nous, en fait un juste pour le tourisme et qui sera le plus long du monde. On se dit qu'il n'y a rien d'impossible et que ça résout beaucoup de problèmes, effectivement. Alors, l'idée de départ, c'est plus de faire du transport urbain pour pallier tout cet embouteillage, pour avoir des parkings, enfin, j'aime pas le terme dissuasion, mais des parkings où des relais, disons, c'est mieux. Voilà, c'est bien mieux. Et à partir de là, on prend le télécabine et on se rend là où on veut, puisque c'est comme un métro aérien, disons. Il y a le télécabine touristique. On peut en réfléchir notamment pour Tartançon. Il semblerait que Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, puisse enfin déboucher sur son rêve d'il y a longtemps de faire que les touristes puissent aller voir la ville de Tartançon. Et il y a aussi le transport matériaux, on appelle plus ça les blondins. Et puis, pourquoi pas envisager une ligne circulaire de bord de mer qui nous affranchirait de ce problème-là. Pourquoi pas ? C'est pas hors de prix et c'est très souple comme exploitation. Alors tout cela nécessite une adaptation à la réalité locale. Exactement. Et les normes françaises, beaucoup de normes françaises ne nous permettent pas certaines évolutions en matière de bâtiment. Alors on a créé, on a mis un coup de pied dans la fourmilière, si on disait ça méchamment, mais c'était un peu ça au départ, avec ce qu'on appelle bâti solide.
Alors là, je prends mon autre casquette de premier vice-président de la CERC, la cellule économique régionale de la construction, qui est donc, en ayant été plus en charge de ça, vu mon aspect technicien. Donc Bâti Solide, c'est la suite de ce qu'on avait commencé avec le Cobati, appelé ça tropicalisation des normes. Tout le monde a joué le jeu. L'État a financé à plus de 50%, à 2 tiers. Et la CTM, Action Logement et d'autres ont financé le reste du tiers. On a lutté contre toutes les normes oubliées ou inadaptées. Parce que très souvent, dans le monde de la construction, on se rendait compte que, par exemple, les toitures en tuiles, pas de normes en Martinique. Parce que les normes qui existent sont des normes de construction en tuiles en campagne. C'était pas le cas. Il y avait des normes pour les peintures, par exemple. Il fallait que la peinture qui respecte le mieux la norme soit la plus élastique à moins 10 degrés. Parce que la préoccupation, c'est le gel, etc. Nous, c'est pas ça. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça. On a passé tout au crible. On a commencé par un travail sur les vents cycloniques, parce qu'il fallait absolument réviser, pour que les gens qui sont assurés puissent se sentir couverts par cette assurance. Et donc, on a changé, on a créé à cette occasion un volet paracyclonique en ayant la philosophie reprise de ce qu'on faisait pour le parasismique, où on classait les bâtiments en 4 catégories. Les catégories 1, c'est les bâtiments en hangar et où il y a peu d'enjeux. Les bâtiments 2 et 3, c'est les constructions individuelles et collectives. Et les bâtiments 4, c'est ceux qui doivent impérativement fonctionner, quelles que soient les conditions, telles que les hôpitaux, les administrations majeures, etc. Donc pour ça, on a créé 3 vitesses de référence de vent. On a changé tous les coefficients de porosité, orographique, pardon. Et donc maintenant, on a une cartographie qui fonctionne beaucoup mieux pour les vents. En face de ça, on a travaillé les menuiseries. Et les menuiseries... Gros problème. Oui, c'est un très gros problème. Donc on a réussi à se mettre d'accord avec les niveaux nationaux. Et je sais que le préfet et le président de la CTM qui sont venus nous voir récemment pour s'informer sur les premiers résultats de Bâti Solide étaient stupéfaits, mais on arrive à travailler, à être pris en compte, nous, avec nos 114 réunions de travail sur ces sujets-là et nos 180 contributeurs martiniquais, locaux, bénévoles, on a produit des documents qui sont acceptés. Et donc, pour ces menuiseries, le principe dans le volet paracyclonique qu'on a créé en parallèle du parasismique, alors que c'est assez antinomique souvent, où on est bien protégé contre le cyclone, où on l'est bien pour le séisme, on a fait en sorte de pouvoir être protégé des deux à la fois. Et donc, les menuiseries maintenant sont jugées en elles-mêmes et leur protection pour le cyclone. C'est-à-dire si on a des volets ou un store ou un auvent qui se rabat de très bonne qualité, ça peut compenser une menuiserie qui serait moins bonne. C'est le complexe menuiserie. Donc ça, c'est un changement assez fort de philosophie. Et pour ça, donc, on a créé des standards plus élevés, forcément, les 3 critères qu'on appelle, c'est EAV, c'est-à-dire étanchéité à l'eau, E, A, étanchéité à l'air, et V, résistance au vent. Donc on a privilégié la résistance à la pression du vent de l'ensemble menuiserie protection. On a privilégié aussi la résistance à l'eau, mais l'air, on s'en fiche. Alors, je poursuis, je m'excuse, je poursuis. Pour les toitures aussi, il y a quelque chose qui est... Parce qu'on s'est beaucoup inspiré de Irma, 2017, cyclone majeur, et on s'est rendu compte que les règles qu'on appliquait, qui étaient de bien coudre, à faire beaucoup de vis de couture en bas de versant des toitures, c'était pas du tout la bonne solution, parce qu'on négligeait un aspect fondamental du cyclone, c'est que c'est un aspirateur. Il y a une dépression énorme, et c'est surtout l'aspect aspirateur qu'il faut traiter, et donc, parce qu'il tourne très vite avec des vents très très rapides, ok, mais il aspire très très fort. Donc on n'avait pas des tôles de fêtage et d'arrêtier qui étaient suffisamment bien accrochées. Et donc c'était un point de faiblesse.
et les toitures étaient aspirées par là et les pans entiers de tôle s'en allaient. Donc, une des conséquences, ça sera de demander à ce que les pentes de toiture soient plus fortes, que les coutures soient plus fortes en tête. Enfin, voilà, on a pour le béton aussi, on a des conditions de réalisation par les mêmes. Il y a 14 groupes de travail sur 14 sujets différents pour ces normes. On va les produire plus clairement. Il y a déjà 3 documents, RSP 51, 52 et 53, qui viennent de sortir. Mais on va sortir en fin septembre, normalement, une grande conférence majeure pour bien sensibiliser la population, parce que le principe, c'est qu'il ne faut pas que c'est ce qu'on appelle normes, mais qui est plus des recommandations, ça a diverses formes. Il ne faut pas que ça reste le précaré de certains techniciens, et il faut que toute la population soit sensibilisée à ça. Et pour ce faire, pour terminer, on a changé la logique, on essaye d'être incitatif et de s'intéresser aux résultats et non pas aux moyens dans toutes ces règles et normes. Et on a créé des labels. Enfin, on ne les a pas encore mis en œuvre, mais la notion de label a été déjà créée. C'est-à-dire que toute personne qui volontairement prouvera qu'elle respecte tous ces ensembles aura des avantages au niveau financement bancaire et au niveau de l'assurance. Elle sera mieux assurée pour moins cher. Donc, c'est pour être incitatif. Donc, on va bientôt aussi adapter les PLU, les PPR et autres pour tenir compte de ça. Et alors, il y a un point important, 2 qui sont reliés. Un qui nous est arrivé, c'est que on nous a abandonné les labels CE, le marquage CE sur les produits ne concerne plus les RUP, donc la martinique. Et on doit créer un comité référentiel de construction qui est présidé par le préfet. Et c'est lui qui dira si tel produit peut être vendu ici. Et justement, j'allais venir à ça, vendu ici en respectant ce cahier des normes de bâti solide, et donc il aura libre accès. Donc on n'aura plus les menuiseries dites aux normes qui sont en fait des normes chinoises, hein, parce que le CE marqué c'est China Export, là dans ce cas-là, et c'est pas Communauté européenne. Donc on n'aura plus ce phénomène, mais on pourra aussi faire insérer des produits régionaux, comme le bois de Guyane et autres, pour éviter de faire venir du bois du Nord. Et on aura des produits locaux qui pourront se voir plus produits ou, comment dirais-je, plus acceptés. Et on peut créer des nouveaux produits. On sera très vite rattrapé par la patrouille. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on a le phénomène des sargasses qui nous pose problème. Oui. Et maintenant, dans les constructions nouvelles, ça commence à attaquer le fer. Alors, ça, les sargasses, c'est un autre sujet. C'est dans Bâti Solide. Oui. On crée un nouveau chapitre là-dessus, parce qu'on l'a commencé et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Au départ, on a confié à l'université une première série de tests, et on s'était dit il va falloir se mettre dans des caissons hyperbares, c'est-à-dire des caissons où la pression est plus forte pour que le phénomène s'accélère. Et en fait, le temps de réfléchir tout ça, on est allé mesurer les échantillons qu'on avait préparés, ils étaient déjà dégradés, naturellement. Donc c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, et les conséquences sont beaucoup plus nombreuses et multiples, avec des effets consécutifs qu'on imagine. C'est-à-dire que si le béton commence à être attaqué un petit peu, il gagne en porosité. S'il gagne en porosité, l'air chargé de H2S et NH3 et autres, produits par les sargasses, attaque les aciers. Et donc il y a des constructions de qualité en bord de mer qui sont aux normes parasismiques. Mais elles perdent cette résistance aux normes parasismiques de ce fait. Alors bien sûr, il y a les PVC. On sait tous que les PVC souffrent de ça, donc il va falloir... On a fait des PVC résistants aux UV il y a une quinzaine d'années, ou 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on a fait ces PVC. Maintenant, il faut créer une gamme de PVC qui résiste à cet air-là. Ah oui, pour la tôle. Pour la tôle aussi. Oui. Et alors, comme on est un micro-marché,
on n'intéresse pas tellement les fournisseurs internationaux, mais c'est là que justement on reprend ce que je disais, le comité référentiel construction et le marquage local pourra permettre de créer ce micro-marché. Encore qu'on est toujours, quand tu parlais de rattraper par la patrouille, nous, quand on pense à ça en bâti solide, on se dit attention, ne pas faire flamber les coûts de construction, ne pas surcharger le prix de revient de la construction qui est déjà très élevé. Mais il faudra faire des choix parce qu'il vaut mieux quand même et se faire mieux financer, se faire aider par la puissance publique si nécessaire pour faire un bilan correct du coût de construction et éviter des coûts de réparation sans cesse parce que c'est mal construit. Et puis surtout, s'occuper de la Caraïbe. C'est un marché qui se ouvre vers ça. Effectivement, je ne le vends pas trop parce que il ne faut pas avoir l'air prétentieux. Mais les premiers contacts qu'on a sont très intéressants parce que les anglo-saxons avaient travaillé, mais sont très intéressés par le travail qu'on a fait et on commence à créer des synergies. Alors on a la fierté avec cette action bâti solide qui a commencé la Martinique et que la Guadeloupe a rejoint très très vite, d'avoir créé un pôle qui a donné des idées aux gens et maintenant les 11 PTOM, c'est-à-dire territoires outre-mer de France, sont unis dans une même démarche à ce titre-là. Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas les problèmes qu'on a de séisme et de cyclone, mais il a le problème de ce qu'il a des aciers canadiens à 50 km donc on travaille comme ça et on a l'intention de faire un petit peu la même philosophie pour le bassin caribéen et de toute façon aussi passer de PTOM à RUP. Donc on a pas mal de potentiel devant nous. Bâti solide ne va pas s'arrêter. Bâti solide va changer de méthode, va changer de registre. Et je te dis, les Sargasses, c'est vraiment... Et devenir un grand garçon. Oui. C'est ce qu'on lui fait. Alors, concernant toutes ces histoires, quand je dis histoire, toutes ces réalités, il ne faut surtout pas oublier la nature. Ah. La nature, elle a, avec l'intelligence des plantes, toute la faculté de nous accompagner. Oui. D'où le fait qu'il faille reconstruire nos mangroves, reboiser fortement la Martinique et préparer cette question de réchauffement climatique. Et tout ça est documenté, comme on dit, dans différents documents. Je prends par exemple le document... Le célébrissime... l'intelligence qui a 20 ans peut-être maintenant, mais qui est un incontournable. Oui. Qui a pris le pari de démontrer que les plantes, ce n'étaient pas des feuilles, des trucs tout bêtes, qu'il y avait des cerveaux. Ce sont des êtres vivants. Ils ont de l'odorat. Ils ont de la vue, ils ont de la réactivité. Les plantes ne bougent pas. C'est la différence avec le monde animal. Les plantes mais elles savent coloniser un territoire avec d'autres manières. Et en tout cas, elles ont un avantage énorme. C'est que quand on arrache un morceau d'une plante, elle est capable de se régénérer. Parce qu'elle a des poumons partout, tout ce qu'il faut. L'odorat, tout, elle le retrouve dans tout ça. Donc, et les plantes, elles ont une vertu... tu me donnes l'occasion de le dire. Je voudrais comme citer juste avant, comme tu parlais de nature, moi j'ai gardé toute ma vie la phrase de Henri Comfort, qui était le grand ingénieur patron de toute l'ingénierie française après-guerre, qui a fait tous les grands barrages qu'il y a en France et au Moyen-Orient, qui s'appelait Henri Comfort, qui était notre prof, et qui nous disait toujours, messieurs, la nature est une bonne fille, mais il ne faut pas la violer. Si tout le monde respectait ce principe-là, on pourrait vivre un modèle d'intelligence avec la nature. Et pour revenir aux plantes, eh bien, je te donne un petit exemple, juste comme ça, un petit exemple, comment dirais-je, scientifique, mais de base, pour que les gens comprennent l'intérêt de ça. C'est que quand une plante, avec sa feuille, elle a de la chlorophylle, la chlorophylle capte l'énergie des photons de la lumière, et avec cette énergie, elle va pouvoir associer 6 molécules d'eau qu'elle a pompées dans le sol ou qu'elle a eu de la pluie, et 6 molécules de CO2 qu'elle a captées dans l'air, qui nous empoisonnent. Avec ces 6 CO2 et ces 6 H2O, elle va fabriquer une molécule de glucose, ces 6 H12O6, et alors, quand on fait le calcul, il y a 6 oxygènes en trop qui sont libérés, et c'est cet oxygène qu'on respire nous. Donc les plantes, pour se faire leur énergie, captent le solaire,
se fabriquent ça. Quand ce glucose, elles le transportent avec leur sève là où elles ont besoin d'avoir de l'énergie, parce que quand le glucose se décompose, il restitue l'énergie qu'il lui a fallu pour le produire. Voilà, je voulais montrer cet exemple-là pour que les gens comprennent que, comme pour la montée des eaux, comme pour toutes ces choses-là, c'est des mécanismes d'une infinie complexité, mais qui sont tous liés les uns aux autres, et que sans ce phénomène qui fonctionnerait bien pour les végétaux, nous, on ne vivrait pas. Alors, justement, pour revenir à cette question, cette notion de viol de la nature, il ne faut surtout pas oublier que l'homme participe à la destruction de la vie. Et c'est un document qu'on trouve dans la 6e extinction. Ah oui. Comment l'homme détruit la vie, ça fait peur, oui. Non, mais ce livre-là, si on le lit très bien, fait peur, mais il fourmille d'indications très pointues. Alors, il est beaucoup plus riche que l'Atlas. L'Atlas est à la portée de tout le monde. Moi, je l'ai offert il y a 3 ans à mon fils, à mon petit-fils, il est en 6e. Il s'est régalé depuis, il le feuillette sans arrêt. Donc, je recommande ça pour les parents, que les enfants se familiarisent, captent ce truc-là. Mais la 6e extinction, c'est la nôtre. Hein. La 6e, c'est celle que nous, on est en train de préparer. Nous, les grands maîtres de la Terre, qui la croyaient en notre service, on a été assez stupides pour créer toutes les conditions de nous éteindre nous-mêmes. Oui. Alors, la classe historique de la Terre, qu'on conseille... Oui, ça franchement, j'ai pas d'action. Mais c'est un excellent livre. En même temps, c'est un conseil qu'on devrait donner à nos dirigeants. Oui. Et puis surtout tous ceux qui travaillent actuellement... ça, nos dirigeants, bien sûr. Tous ceux qui travaillent actuellement sur tout ce qui existe là, qui est très documenté, afin d'éviter cette perte de temps des erreurs du passé, où on voit que tout le monde veut avoir « c'est moi le premier, c'est moi qui ai fait », et puis finalement, il y a un frein qui s'installe. Et ça, il faudra qu'on fasse très, très, très attention, compte tenu du fait que la nature ne nous attend pas. Aujourd'hui, elle avance précipitamment et inéluctablement vers nous. Alors nous, on a une chance. La Martinique, c'est une île. Oui. Normalement, le tempérament iléen, c'est un tempérament de solidarité. C'est un tempérament de construction. Parce que il faut créer l'habitat sur l'île, il faut créer les conditions de vie correctes, etc. Normalement, un iléen, ça permet ça. Mais ça, on l'a complètement perdu en étant, comment dirais-je, assimilé, colonisé par cette mentalité américano-européenne et la nouvelle civilisation, les réseaux, les machins. Chacun fonctionne pour lui, comme petit centre du monde, et ne veut pas s'associer aux autres, et croit que ses convictions sont la vérité unique. Et ça marche plus. Alors nous, tout ce qu'on a réussi, tu as bien vu, on l'a cité, on l'a fait parce que, par exemple, il y avait le ferment du Cobati. Le Cobati était associé à la réalisation des PPR grâce à une initiative qu'on ne louera jamais assez de Michel Cadot, le préfet de l'époque, qui a autorisé, qui était très à l'écoute. Oui, qui a autorisé que le Cobati, donc les professionnels qui sont des personnes dont les qualités morales sont reconnues, et la compétence également, puissent s'associer et permettre au Conseil régional et au Conseil général de s'inclure en association avec le Cobati à la réalisation des PPR. C'était en 99 à 2004. La loi Barnier, en 2007, a plus ou moins repris une grande partie de ces choses-là. Mais c'est pour montrer que c'est parce que le Cobati a fait travail commun avec Conseil général, Conseil régional et 17 associations professionnelles qu'on faisait travailler sur le sujet, comme les notaires, les avocats, en dehors des techniciens comme géomètres et autres. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Je viens de citer Bâti-Solide tout à l'heure. La CERC, qui est le regroupement de toutes les associations professionnelles et de l'État, puisque la deuxième vice-présidente dans le premier, donc à niveau égal, si tu veux, c'est la directrice régionale de l'équipement que tu as déjà reçue, Stéphanie Maté. Madame très active. Qui est très, très intéressante, très active, effectivement. Et donc, il y a la CTM qui est administrateur aussi de la CERC. Donc, on a regroupé tout le monde. Je t'ai dit qu'il y avait 180 contributeurs, experts martiniquais qui se sont investis là-dedans. Quand on a fait groupe, quand on a travaillé ensemble avec le même objectif à partager, on y est arrivé. Et je t'assure que le président de la CTM était
bluffé, comme il nous a dit l'autre jour. Il nous a dit, vous y êtes arrivé et vous avez fait quelque chose de très autonome. Oui, on a fait quelque chose qui est propre à nous, effectivement. On peut le faire pour tout si on le fait dans un bon état d'esprit, parce qu'on s'en fichait des positions de chacun. Ce qu'il fallait, c'est qu'il apporte quelque chose et qu'il cautionne ce que les autres avaient fait. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, et à ce moment-là, on y arrivera. Mais il n'y a rien d'impossible. Il faudrait que... Je vois un secteur qui est bloqué depuis 25 ans, parce que ça, on n'arrive pas à le créer, cet état d'esprit, c'est l'assainissement individuel. Oui. Il y a un précaré de personnes qui n'ont pas envie que ça change, et il y a des gens qui sont en charge, qui ne se battent pas suffisamment pour que les choses changent. Donc là, ça reste un petit comité, personne n'entend, alors qu'on pourrait avoir résolu ce problème, parce qu'il y a des solutions qu'on a devant notre nez depuis des années. Moi, j'ai vécu ça très douloureusement, parce que j'ai eu dans mes fonctions à réaliser près de 2000 LES, c'est-à-dire des logements évolutifs sociaux, des logements pas finis au coût minimal, et que très souvent, je devais enlever une pièce dans le projet des gens pour pouvoir financer un filtre à sable aux normes, ce qu'ils appelaient les normes. 30 mètres carrés, alors que 6 mètres carrés suffisent. 5 fois trop grand, 5 fois trop cher, 5 fois trop tout. Donc là, il y a devant nous une solution, parce que si on donne une solution simple aux gens, ils vont tous améliorer leur assainissement individuel qui ne fonctionne plus. La Martinique a tout ce qu'il faut. Oui. Nos enfants sont intellectuellement, je dirais, très performants. On a tous les éléments qu'il faut. Maintenant, la chose qu'il faut qu'on puisse casser, c'est qu'il y a une formule mathématique qui consiste à dire que lorsque nous mettons 10 Martiniquais avec 10 Martiniquais, on obtient 20 divisions. Donc cette notion mathématique, il faut qu'on puisse la réformer. Et avant de... Parce que le temps qui nous est imparti commence à, je dirais, nous grignoter exactement comme l'érosion des côtes, il faut que nos dirigeants, nos sachants, tous ceux qui peuvent y contribuer, fassent le nécessaire. On a tous les outils là aujourd'hui en main. Mais il faut l'urgence des urgences, de relancer cette information au niveau de nos enfants. Tout à fait. Partie de l'éducation nationale. Tout à fait. En tout cas, il y a une chose qu'il faut que les gens prennent conscience, c'est beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de solidarité. Ça, c'est clair. Parce que le monde, j'ai essayé de te donner quelques exemples, c'est d'une infinie complexité. Tout est lié à tout et tout est extrêmement compliqué. Et il y a un effet qu'on a souvent évoqué dans l'eau potable, par exemple, c'est qu'une molécule jugée néfaste, comme le chlordécone, réagit avec une autre molécule non identifiée et crée un troisième élément qui est aussi néfaste mais inconnu. Donc on ne le cherche pas, donc on ne le trouvera pas. Donc c'est des effets extrêmement compliqués, les équilibres sont extrêmement fragiles. Et il faut faire preuve, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et beaucoup d'adaptativité, d'intelligence collective. Et quand tu disais pour les mathématiques, il faut changer le calcul, le numérique, pour la théorie des ensembles. A inter B, ça fait quelque chose. Voilà. Donc, et moi, je répète qu'il faut arrêter aussi de croire que ces sujets de fond, c'est des catastrophes, c'est des punitions, c'est incontournable. Il faut plutôt... et qu'il faut les fuir et fermer les yeux, parce que en fait, c'est ça qui nous maintient dans le déclin démographique et le marasme du BTP. Quand on va sortir du marasme du BTP, on va relancer la Martinique et le déclin démographique sera moins fort. S'il y a un message à lancer avant de... Je viens de te le donner. Je viens de t'en donner une grande partie, mais il faut qu'on travaille toujours une résilience adaptative. C'est-à-dire, il ne faut pas reconstruire à l'identique, et il ne faut pas rester sur notre vision du monde. On vient de dire qu'on pouvait choquer en faisant une digue pour fermer, avec une écluse pour fermer la baie. Si c'est ça la solution, il ne faut pas la rejeter par principe, parce qu'elle n'est pas conforme à la vue qu'on en a. Ce n'est pas nous qui allons dicter à la nature comment on veut que la baie soit. On l'a trouvée comme ça, on l'a
aménagé, exploité. On a surexploité, même, tu as raison. Et finalement, transformons-la. Mais il faut une résilience adaptative. En tout cas, c'est très passionnant, notre échange. Le téléspectateur qui écoute l'émission, écoutez pour comprendre, il comprend que la destruction, l'extinction de la vie, l'homme y est pour quelque chose, ça ne fait pas tout seul, et qui a intérêt, un très grand intérêt, à tout mettre en œuvre pour permettre à nos enfants, ceux qui sont actuellement dans le berceau, les futurs dirigeants de la Martinique, puissent prendre le relais de ce gros chantier, un super gros chantier, qui peut rentrer dans le cadre de la réparation et faire en sorte que nos parlementaires puissent s'inquiéter au niveau législatif et réglementaire, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, de faire bouger les lignes, pour qu'on puisse demain matin éviter cette grande catastrophe et surtout éviter que nous ayons des réfugiés climatiques quittant la Martinique pour aller ailleurs. En tout cas, merci encore et à très bientôt.